Bonjour et bienvenue au mardi de l'apprentissage. C'est le deuxième mardi sur notre trilogie sur l'apprentissage. Dernier mardi, nous vous avons parlé du CERFA et également des annexes, notamment la convention de formation. Vous avez posé beaucoup de questions. Nous sommes en cours de traitement de ces questions et elles vous seront envoyées d'ici la fin de la semaine. Nous avons pu tout récupérer au niveau du chat. Donc aujourd'hui, le sujet d'apprentissage, c'est sur les frais annexes et la mobilité internationale et européenne des apprentis. Vous avez régulièrement des questions sur ce sujet. Donc, ce sera donc les mêmes protagonistes que mardi dernier, donc Gaëtan Tissot et Adrien Campillo, qui prendront la suite sur ces sujets. Alors, en quelques mots, puisque vous étiez déjà ici mardi pour ce webinaire, mais pour les nouveaux, quelques rappels sur les missions de l'OPCO 2I. Donc, l'OPCO 2I, son rôle, c'est d'aider les entreprises industrielles donc, à développer les compétences de leurs salariés et également les aider à intégrer de nouvelles compétences, notamment par les contrats en alternance. Nous avons donc sur tout le territoire français, nous avons des conseillers pour informer et conseiller et accompagner les entreprises dans tous leurs projets de formation et de recrutement. Et bien évidemment, l'autre mission importante, c'est de financer, faciliter l'alternance au niveau des entreprises. Nous accompagnons également les branches professionnelles au niveau de leur certification de branche. Et donc, notre rôle est aussi de travailler sur l'image de l'industrie et l'attractivité des métiers industriels. Alors, l'OPCO 2I, en quelques chiffres, hein, donc nous représentons 32 branches professionnelles, donc toute l'industrie excepté l'industrie agroalimentaire. Nous représentons au plan national près de 70 000 entreprises et un peu plus de 3 millions de salariés qui sont couverts par l'OPCO 2I. Et nous avons actuellement plus de 97 000 alternants dans les entreprises, donc à la fois contrat de pro et contrat d'apprentissage. Donc c'est 800 collaborateurs sur tout le territoire national pour assurer un service de proximité au travers de 12 délégations régionales. Et donc, vous avez les coordonnées sur le site opco2i.fr, vous avez toutes les coordonnées et les adresses mail génériques pour contacter vos interlocuteurs régionaux. Ici, je ne détaille pas, vous avez la liste des 32 branches professionnelles que nous couvrons sur tout le territoire. Alors, par rapport au Code du travail, l'OPCO doit prendre en charge les frais annexes à la formation des apprentis dès lors qu'ils sont financés par les CFA dans des conditions déterminées par décret. Donc, c'est ce que nous allons aujourd'hui vous expliquer. Le chiffrage prévisionnel des différents frais annexes doit être indiqué, on le rappelle, par rapport à la dernière fois, dans la convention de formation. Il correspond à toute la durée du contrat. Donc, n'oubliez pas effectivement de bien mentionner ces frais. Le cas particulier, ce sont les frais sur la mobilité internationale dont on va vous parler maintenant. Donc, nous démarrons avec Gaëtan Tissot pour les premiers frais annexes, frais de restauration et d'hébergement. Je lui laisse la parole. Bonjour tout le monde, du coup je suis Gaëtan Tissot, le coordinateur du pôle alternance sur le site de Lyon au sein de l'OPCO 2I. On va revenir sur le financement et la prise en charge des frais annexes de l'apprenti lorsqu'il est au CFA. Comme Bruno vous l'a rappelé, ces frais annexes doivent bien être indiqués dans la convention de formation pour qu'on puisse les prendre en charge. Et le point où je voulais revenir, c'est que les frais annexes doivent être indiqués dans la convention, mais pas simplement juste cocher oui, il y a des frais annexes à prendre en charge.
pour les frais d'hébergement et les frais de repas, il faut indiquer une estimation du nombre de repas et du nombre de nuitées le nombre de repas que l'apprenti va consommer et le nombre de nuitées également, pour qu'on puisse nous indiquer le montant à financer. Au niveau des frais de restauration, ce sont bien les frais de restauration quand l'apprenti est en CFA et non les frais que l'apprenti a quand il est en entreprise et qui réalise son alternance. Pour qu'on puisse les prendre en charge, il faut bien que le CFA dispose d'un système de restauration collective ou qu'il y ait une convention de partenariat signée avec un centre de restauration collective. Si l'apprenti va s'acheter son sandwich à l'extérieur, ça ne justifiera pas le remboursement de ses frais, tout en sachant que nous allons payer sur déclaratif de ce que le CFA nous facture sans demander de justificatif. En revanche, les justificatifs doivent être gardés et doit pouvoir justifier des frais facturés en cas de contrôle. Pour les frais de repas, on vous rappelle que c'est 3 € forfaitaires qui sont pris en charge dans la limite de 2 repas par jour. Pour les frais d'hébergement, la condition pour que le CFA puisse nous facturer des frais d'hébergement, c'est que l'établissement dispose d'un internat au sein de sa structure. Pareil pour la facturation, nous ne demanderons pas de justificatif au moment du règlement, mais en cas de contrôle, il faut pouvoir justifier du nombre de nuitées de l'apprenti. Le montant de prise en charge de l'hébergement est de 6 € par nuit et le petit déjeuner est inclus dans ces 6 € par nuit. Le deuxième point de financement, ce sont les frais de premier équipement. On vous rappelle que les frais de premier équipement, la prise en charge des frais de premier équipement est déterminée par chaque opérateur de compétences, est identique à l'ensemble des CFA concernés, est établie en fonction de la nature des activités des apprentis et dans la limite d'un plafond maximal de 500 €. C'est-à-dire que chaque OPCO peut déterminer le montant de prise en charge des frais de premier équipement en fonction du diplôme préparé par l'apprenti. Si un apprenti prépare un BTS assistant de gestion dans une entreprise qui est financée par OPCO2I, ça ne fait pas partie des diplômes qui sont éligibles aux frais de premier équipement par l'OPCO2I. Vous pouvez retrouver la liste de tous les diplômes éligibles aux frais de premier équipement sur le site de l'OPCO2I. Il y a le lien dans la présentation que vous aurez ensuite par la suite. On voulait revenir sur les frais de premier équipement et l'extension de Covid-19. Il a été décidé par le conseil d'administration de l'OPCO que les frais de pays pouvaient être pris en charge, y compris ceux liés au Covid-19, tout ce qui est masque, etc. Il a également été décidé l'extension du forfait de frais de premier équipement pour financer le matériel informatique. Là-dessus, on voulait vraiment préciser que le matériel informatique doit être acheté par le CFA et doit être mis à disposition de chaque apprenti pour vraiment que l'apprenti puisse suivre ses cours dans les meilleures conditions, principalement lorsque les cours sont dispensés à distance. Il n'est en aucun cas prévu que ces frais de premier équipement soient pour financer l'investissement des CFA. Comme je vous l'ai précisé par la suite, toutes les formations qui sont prises en charge sont les formations industrielles à hauteur de 500 € pour la première année d'exécution du contrat, pour les métiers d'art, également pour 500 €, et tout ce qui est formation transverse et support.
Je veux juste vous rappeler que ces 500 € sont le montant le montant de 500 € pour les formations industrielles et le montant de prise en charge depuis le 1er juillet 2020. Avant cette date, le montant de prise en charge de l'OPCO était de 250 €. Il n'est pas impossible qu'un jour, ce montant redevienne d'actualité. Et dernière chose, lorsque vous nous facturez ces frais de premier équipement, ils doivent bien être rattachés à chaque apprenti qui ont bénéficié de ce financement dans le cadre de leur diplôme. Si vous nous faites une facture globale pour l'achat de 10 ordinateurs, par exemple, il ne faut pas nous envoyer une facture globale. Il faut bien que ces ordinateurs soient dispatchés sur chaque apprenti. Je vais maintenant passer la parole à Adrien Campillo qui va vous expliquer la mobilité internationale et européenne. Merci à tous. Bonjour à tous, donc, je suis Adrien Campillo, responsable du site de Lyon pour OPCO2I. Et donc, on va parler désormais de la mobilité internationale et européenne. En préambule, ce qui nous paraissait important de vous rappeler, ce sont les rôles de l'OPCO dans le cadre de la mobilité internationale européenne. Le rôle de l'OPCO est uniquement d'enregistrer la mobilité à travers la convention de mobilité que vous devez compléter, et également de déterminer si cela ouvre droit à une aide qui a été déterminée par le conseil d'administration de l'OPCO. Au-delà de ce préambule, donc on va vous parler un peu des différentes modalités de mobilité internationale. L'idée, c'est effectivement de partager avec vous un certain nombre d'informations, puisque vous nous avez relayé un certain nombre de questions sur le sujet, et donc de vous rappeler en fait ce dispositif, quelle est sa vocation et comment il se met en œuvre. Donc les contrats d'apprentissage peuvent être exécutés temporairement à l'étranger, dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État. L'objectif étant de faire découvrir aux alternants une autre culture, une autre façon de travailler et puis de développer leurs compétences linguistiques. L'idée, c'est effectivement de pouvoir leur apporter une culture différente, des méthodes de travail différentes qui sont propres au pays d'accueil du jeune. Dans les principes de réalisation, donc la plupart du temps, la mobilité prend la forme d'un stage professionnel. Ce qu'il est important de noter, c'est que durant la mobilité à l'étranger, le principe de l'alternance n'est plus obligatoire. Il n'y a pas forcément une formation en centre et ensuite une période en entreprise. Il peut y avoir uniquement soit du centre de formation à l'étranger, soit uniquement un stage dans une entreprise à l'étranger. Certains apprentis ne sont pas concernés par cette mobilité, donc ce sont les apprentis originaires d'un État membre de l'UE eux-mêmes en mobilité en France, donc évidemment ceux-là ne peuvent pas bénéficier de notre mobilité, et puis les apprentis embauchés par des employeurs publics. Concernant la mise en œuvre, les points qu'il faut retenir, c'est que cette mobilité peut avoir une durée maximale de 12 mois. Au-delà, ce n'est pas possible, et qu'un minima, sur un contrat d'apprentissage, il faut que l'apprenti exécute 6 mois en France. Donc ça fait partie des conditions importantes qui couvrent cette mobilité. Autre point important, c'est concernant donc les couvertures sociales, la santé et la sécurité au travail, la rémunération, la durée du travail et le repos hebdomadaire et aux jours fériés. Donc ces différents points en cours de mobilité relèvent de la responsabilité de l'entreprise d'accueil ou du centre de formation d'accueil. On va passer ensuite au point suivant sur la convention de mobilité. Donc, comme je vous le disais, nous, notre rôle en tant qu'OPCO, ça va être d'enregistrer cette convention de mobilité afin d'enregistrer le départ en mobilité de l'apprenti. Cette convention de mobilité, elle est obligatoire donc, pour nous permettre d'enregistrer la mobilité, et elle est importante parce qu'elle va préciser l'ensemble des droits et obligations de chacun et donc couvrir l'apprenti notamment sur cette période-là. Donc on va préciser dans la convention de mobilité à la fois les dates de
cette mobilité, l'objet de la formation suivie par le jeune, notamment les lieux de travail et ou de formation, les personnes ressources pour cette mobilité, les équipements et produits utilisés lors de la mobilité, les horaires de travail. Si jamais donc il est en mobilité dans une entreprise ou dans un centre de formation, et puis le cas échéant, donc les modalités de prise en charge de la rémunération, et le cas échéant également, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger, notamment ça dans le cadre des mobilités longues où il va y avoir un certain nombre de modules qui seront validés à l'étranger. C'est dans cette convention également que seront indiquées les dispositions applicables à l'apprenti durant sa mobilité, ainsi que les garanties prises en matière de responsabilité civile et de couverture sur les risques équivalents dans les pays concernés. Il ne faut pas confondre donc, cette convention de mobilité avec la convention pédagogique de formation. Donc ça, c'est la convention pédagogique de formation, c'est celle qui nous est transmise lors de l'enregistrement du contrat, qui est donc formalisée en même temps que le CERFA, et qui, elle, cadre plutôt la relation entre l'entreprise signataire et le CFA. La convention de mobilité ne couvre que la période de mobilité. On vous a ensuite préparé une comparaison en fait, entre les deux types de mobilité qui existent dans le cadre des contrats d'apprentissage. La mobilité, elle peut être soit déterminée sur une courte période, c'est-à-dire une période inférieure à 4 semaines, ou sur une période plus longue, supérieure à 4 semaines. En fonction de cette durée, différentes modalités vont s'appliquer. Les points sur lesquels il y a un peu de divergence, c'est notamment sur le maintien ou non du contrat de travail. Dans le cadre d'une mobilité courte, inférieure à 4 semaines, on va parler plutôt de convention de mise à disposition. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, le contrat est maintenu vis-à-vis de l'entreprise. Il y a un transfert partiel et temporaire de la subordination juridique au profit exclusif de l'organisme d'accueil à l'étranger, et ce, quel que soit le statut de l'alternant dans l'état d'accueil. Dans ce cadre-là, les dispositions du pays d'accueil s'appliquent lorsqu'il s'agit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par le pays d'accueil, du type durée du temps de travail, repos, congé, etc., et qu'elles sont plus favorables à la législation française. Dans le cadre de la mobilité courte, l'employeur reste le responsable des conditions d'exécution de la formation en centre de formation ou en entreprise à l'étranger. Donc, on voit bien que dans le cadre d'une mobilité de courte durée, inférieure à 4 semaines, le contrat en fait est poursuivi et il y a juste en fait une délégation, un transfert qui permet aux jeunes de partir à l'étranger. Durant cette période-là, l'apprenti maintient donc sa rémunération, c'est l'employeur qui continue à le rémunérer, et il y a également un maintien des dispositions conventionnelles liées à son contrat. En revanche, lorsqu'on parle de mobilité longue, supérieure ou égale à 4 semaines, dans ce cas-là, on parlera plutôt d'une convention de mise en œuvre d'une mobilité, et dans ce cas-là, le contrat de travail initial est mis en veille, c'est-à-dire qu'il est suspendu pour toute la durée de la mobilité qui est bien déterminée avant son départ en mobilité. Cette suspension n'entraîne pas le décompte de la durée du contrat ni de l'ancienneté du salarié. En revanche, il y a un transfert de la responsabilité de l'apprenti sur l'entreprise ou sur le centre de formation qui va accueillir à l'étranger notre apprenti. Dans ce cadre de mobilité longue, on aura une application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil. L'employeur reste responsable des conditions d'exécution de la formation en centre de formation ou en entreprise à l'étranger. En effet, l'employeur de départ continue à porter le contrat, dont l'objet est la qualification visée. En revanche, le contrat est suspendu, mis entre parenthèses, le temps de cette mobilité. Durant cette période de mobilité longue, l'employeur ne verse pas de rémunération à son apprenti. En revanche, l'alternant appartient toujours au personnel de l'entreprise prêteuse, mais ne bénéficie pas des droits légaux et conventionnels. Donc, il y a bien une suspension du contrat lorsque l'on parle de mobilité longue. Nous allons voir ensuite donc, les différents signataires des conventions de mobilité.
Dans les deux cas, qu'on parle de mobilité courte ou de mobilité longue, les signataires sont les mêmes. Donc, on a l'apprenti ou son représentant légal, donc, si jamais il est mineur, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le CFA en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger. L'objet donc de la convention est de sécuriser la mobilité de l'apprenti en précisant les droits et les obligations de chacun. La convention va également servir à nous, OPCO, enregistrer la mobilité afin de pouvoir le signaler à la DGOFP. On vous a mis donc sur cette diapo les deux modèles de convention qui sont proposés par le ministère. Donc, en fonction de la durée, les conventions sont un peu différentes. L'objet en fait de ces conventions, c'est de bien préciser les parties à la convention, l'objet de la mobilité, c'est-à-dire dans quel cadre elle s'effectue, qu'est-ce qui sera fait au cours de cette mobilité, les obligations des uns, les obligations des autres, les différentes modalités, notamment en cas de résiliation. Et puis, vous avez également à l'intérieur une annexe pédagogique qui, justement, va détailler, notamment dans le cadre des mobilités longues, les différentes périodes au cours desquelles le jeune sera en mobilité et quels seront les attendus par rapport à sa formation. Dans ces modèles de convention, vous avez également une notice qui a été mise en place par le ministère qui détaille l'ensemble des points et qui répond à un nombre important de questions que vous pouvez avoir. C'est pourquoi nous vous avons mis les liens et nous vous invitons à les consulter lorsque vous avez un cas de mobilité. Concernant les prises en charge, dans les deux cas, que la mobilité soit courte ou qu'elle soit longue, l'OPCO maintient le financement du niveau de prise en charge pendant toute la durée de la mobilité. En revanche, comme on vous l'expliquait précédemment, dans le cadre d'une mobilité courte, l'employeur maintient la rémunération de l'apprenti, donc son aide versée par l'ASP dans le cadre des aides exceptionnelles est maintenue pendant la durée de la mobilité courte. En revanche, dans le cadre d'une mobilité longue, le versement des salaires n'étant plus fait par l'entreprise, il n'y a plus non plus de versement de l'aide qui est suspendue le temps de la mobilité. Dans les deux cas, la résiliation se fait de la même façon. Elle doit être faite par écrit, notifiée également à l'OPCO pour que nous on puisse enregistrer donc, la résiliation de la mobilité. Et elle peut intervenir sur accord express des co-signataires de la convention de mobilité. Cette résiliation peut donc avoir lieu en cas d'une faute grave au cours de la mobilité et va mettre un terme à la convention de mobilité. En revanche, la résiliation ne peut pas donner lieu à indemnité et n'a aucune conséquence sur la poursuite du contrat d'apprentissage en France. La résiliation de la convention de mobilité ne résilie pas le contrat d'apprentissage. Il nous paraissait ensuite important de vous faire un focus sur la sécurité sociale de l'apprenti durant la mobilité. Donc, l'alternant doit effectuer une déclaration auprès de la caisse d'assurance maladie afin de le prévenir de son changement de statut et demander une carte européenne d'assurance maladie. Pendant la période de mobilité, dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti va relever de la sécurité sociale de l'état d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans l'État. Dans ce cas, sa couverture sociale sera régie par le Code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accident du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est donc assurée en dehors de l'Union européenne sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, notamment par une adhésion à une assurance volontaire. Concernant donc la prise en charge, donc on vous le disait, le rôle de l'OPCO dans le cadre de la mobilité est vraiment de se prononcer sur une prise en charge financière, mais notre rôle n'est pas de contrôler le contenu de la convention de mobilité ni son application. Notre rôle va être d'enregistrer la mobilité pour signaler à la DGOFP et de statuer sur la prise en charge financière d'aide à louer dans le cadre d'une mobilité. Les démarches à faire auprès de l'OPCO pour bénéficier de ces aides, c'est avant la conclusion de la convention, donc l'employeur doit adresser à l'OPCO la demande de prise en charge des frais de mobilité complétée et signée par le CFA, vous la verrez juste ensuite. L'OPCO se prononce donc sur cette prise en charge financière
Et dès la conclusion de la convention, il faut nous l'adresser afin qu'on enregistre et qu'on informe le ministère chargé de la formation professionnelle, donc la DGFP, sous forme dématérialisée. Les aides que l'on peut apporter sont de deux types. D'une part, une aide au référent mobilité qui va être versée au CFA. Donc, le forfait référent mobilité est fixé à 500 € par apprenti en mobilité européenne ou internationale. Si jamais le jeune fait plusieurs mobilités au cours de son contrat, il n'y aura qu'une seule fois le versement de cette aide référent mobilité de 500 €. La deuxième aide possible dans le cadre des mobilités, ce sont les aides liées à la perte de ressources de l'apprenti. Là, on parle de frais qui sont supportés par le CFA et qui seront donc versés au CFA. La prise en charge est plafonnée à 800 € au réel par apprenti en mobilité européenne ou internationale. Cette prise en charge est plafonnée à 800 € par mois de déplacement pour les apprentis relevant de la Convention des industries électriques et gazières. En pratique, donc les documents dont on a besoin pour prendre en charge une mobilité, c'est la demande de prise en charge de mobilité qui est complétée et signée par le CFA, on la verra juste ensuite, et la convention de mobilité que nous avons vue précédemment, qui soit signée par toutes les parties et qui doit donc nous être obligatoirement transmise. On passe donc sur l'ADPC mobilité. Donc là, on voit qu'on a différents cadres. Donc le premier qui est réservé à l'employeur, dans lequel il va nous indiquer toutes ses coordonnées afin qu'on puisse l'enregistrer et le rattacher au contrat. Le deuxième cadre concerne donc la mise en œuvre de la mobilité, donc à savoir s'il s'agit d'une mobilité courte ou d'une mobilité longue, la formation rattachée donc, au contrat, les lieux d'exécution, et puis on indiquera si le jeune est en mobilité dans une entreprise d'accueil ou dans un CFA d'accueil. Sur l'autre partie, on détaillera les coûts et les financements de la mobilité. Donc la rémunération n'est pas prise en charge par l'OPCO. En revanche, donc, dans le cadre de l'aide liée aux pertes de ressources de l'apprenti, donc on peut jusqu'à 800 € pour la plupart des cas, sauf pour les IEG où c'est 800 € par mois, financer des éléments liés au transport, à l'hébergement et au repas de l'apprenti en mobilité. Et puis, comme je vous disais, le forfait lié au référent mobilité, qui est donc de 500 € par apprenti en mobilité. L'avant-dernier cadre concerne donc l'apprenti, où là on va réinscrire l'ensemble des données liées à notre apprenti, et puis dans le dernier cadre, le centre de formation, donc là les informations qui vous incombe. Donc comme on vous l'a précisé, ce document doit être signé et cacheté par le CFA pour nous permettre cette prise en charge. On va maintenant vous faire un résumé de ces différents frais, et c'est Gaëtan à qui je repasse la main. Merci. Rebonjour. Donc, pour conclure, on va revenir sur tous les frais qui sont pris en charge par le CO. Comme on l'a vu la semaine dernière, il y a déjà le coût de la formation selon le niveau de prise en charge déterminé par France Compétences et la durée du contrat. La prise en charge des frais de restauration, comme on l'a vu un peu plus tôt, à hauteur de 3 € par repas, dans la limite de 2 repas par jour, si les frais sont directement supportés par le CFA, donc avec un système de restauration. Les frais d'hébergement sont pris en charge à hauteur de 6 € par nuitée, petit déjeuner inclus, si le CFA dispose d'un internat. Les frais de premier équipement qui sont pris en charge selon la liste des diplômes éligibles à ce financement pour un montant forfaitaire pour un montant réel de 500 €. Il peut y avoir dans certains cas, et il se peut que les frais de premier équipement soient moindres que 500 €. Dans ces cas-là, c'est bien le réel qui doit nous être facturé et non pas un forfait de 500 €. C'est bien au réel, dans la limite de 500
Et les derniers frais annexes qui peuvent être financés dans le cadre du contrat d'apprentissage, c'est les frais liés à la mobilité internationale, comme Adrien vient de vous l'expliquer. Donc 500 € au titre du référent mobilité au CFA et c'est 800 € pour la perte de ressources de l'apprenti dans les frais qui sont indiqués sur la demande de prise en charge, donc le transport, l'hébergement et le repas de l'apprenti dans le cadre de sa mobilité. Les derniers frais que nous pouvons prendre en charge, ce sont les frais liés aux apprentis ayant une reconnaissance travailleur handicapé. Depuis pour tous les contrats conclus à partir du 1er janvier 2021, le montant pris en charge en plus pour tout contrat d'apprentissage pour un apprenti travailleur handicapé est un montant maximum de 4 000 €. Avant le 1er janvier, c'était une majoration de 50% du niveau de prise en charge qui était prévu. Pour que cette prise en charge soit effective, il faut bien que le CFA l'indique dans sa convention de formation et que nous soyons bien informés que l'apprenti est travailleur handicapé et la mention est indiquée dans le CERFA. Quand on parle de prise en charge de 4 000 € maximum, c'est bien par année de contrat. Si un contrat fait 3 ans, les 4 000 € sont financés en chaque début d'année pour 3 ans. Il peut arriver que l'apprenti soit reconnu travailleur handicapé durant l'année de son contrat. Dans ces cas-là, il faut nous faire parvenir un avenant. Si la reconnaissance travailleur handicapé est arrivée avant le 10e mois, dans ces cas-là, le montant sera versé pour l'intégralité de l'année. En revanche, si la demande et si l'avenant est fait après le 10e mois, il n'y a pas de rétroactivité. Nous financerons simplement pour l'avenir. Et c'est également la même chose pour si la reconnaissance travailleur handicapé intervient au cours de la 2e année, ce sera la même chose. On vous a mis le lien sur le décret avec toutes les majorations au niveau du travailleur handicapé et nous y reviendrons également dans le webinaire de la semaine prochaine où nous détaillerons plus précisément tous les points qui permettent d'atteindre le financement de ces 4 000 €. On vous a mis au final plusieurs annexes qui peuvent vous aider à retrouver tous les montants de prise en charge par l'OPCO. Donc, le site de l'OPCO2I où vous pouvez retrouver une note avec tous les montants pris en charge et un récapitulatif et tous les liens de modèles de convention de mobilité longue ou mobilité courte et la documentation publiée par le gouvernement sur travail-emploi.gouv.fr. Je vais maintenant repasser la parole à Bruno Richard pour conclure ce webinaire. Merci à tous. Bien, j'espère que ces informations vous ont été utiles. J'ai vu que vous aviez quand même posé beaucoup de questions. Donc, je le rappelle, ces questions seront traitées ultérieurement et vous seront envoyées dans le cadre d'un question-réponse. Celui de mardi dernier est en cours de finalisation et vous sera envoyé. En revanche, vous avez tous accès au replay lorsque vous vous êtes inscrits. Et vous pouvez aller regarder ces webinaires sur la chaîne YouTube OPCO2I qui est accessible à tous.
Alors, au niveau de certaines questions, c'est vrai que je rappelle quand même qu'il est quand même utile d'utiliser les modèles du ministère du Travail. Ça permet effectivement d'avoir toutes les informations. Vous avez vu que les modèles de convention ont été publiés par les services de l'État. Donc, je vous invite fortement à les utiliser puisque nous les envoyons aussi à la DGEFP. Et le fait d'utiliser les modèles du ministère, ça permet vraiment d'avoir les informations. Également, je rappelle que et je vous invite fortement à utiliser le modèle de convention de formation avec toutes les informations. Ça permet aux équipes de ne pas avoir à relancer soit vous, soit les entreprises, et donc de perdre moins de temps dans l'enregistrement des contrats. Sinon, il y a aussi certaines questions sur les décisions de prise en charge. Je rappelle que chaque OPCO est constitué d'un conseil d'administration paritaire et il est vrai que les frais de premier équipement sont pour les formations techniques et industrielles. C'est une décision du conseil d'administration de l'OPCO 2I qui est constitué à la fois des représentants des branches constitutives de l'OPCO 2I et également des syndicats de salariés. Donc là, ça relève effectivement de la décision souveraine de chaque conseil d'administration. Sinon, vous avez sur ces sujets de mobilité et d'équipement, vous avez de plus en plus de guides qui sortent sur le sujet et que vous pouvez trouver sur Internet. Et concernant, j'ai vu passer une question sur Erasmus+. Là aussi, vous avez des guides édités par l'Europe, la communauté européenne. Donc, je vous engage à aller vous renseigner sur ces sujets-là, sur les sites adéquats. Donc, nous vous transmettrons bien évidemment les réponses à toutes vos questions. Vous avez donc des représentants de l'OPCO 2I dans toutes les régions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi en direct à nos représentants régionaux. Et puis, pour ma part, je vous retrouve mardi prochain pour le dernier webinaire sur la vie du contrat et les aides à l'embauche. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à mardi prochain. Au revoir.